Pour en parler, notre invité, Édouard Husson, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, professeur des universités et chroniqueur pour Atlantico. On va refaire un brief sur cette élection présidentielle. Le 3 novembre, les votes. Le samedi 7 novembre, les médias américains affirment que Joe Biden a gagné l'élection présidentielle américaine. Un peu plus de 2 semaines plus tard, Donald Trump permet le début d'une transition vers l'administration Biden. Est-ce que ça veut dire que Donald Trump a perdu ? Non, je ne crois pas. Je crois qu'actuellement, nous ne savons pas qui a gagné. Simplement, si vous voulez, il y a une situation qui est évidente, c'est que Donald Trump est en position objective de faiblesse, puisqu'il a contre lui une partie des milieux d'affaires, les big tech, il a aussi les médias contre lui, et donc il ne peut pas se payer le luxe de se battre sur tous les fronts. Donc, puisqu'elle est à cette tentative de coup de force, cela ne change rien d'amorcer le dialogue d'une transition de manière limitée. Ça lui fait un front de moins sur lequel combattre. Il y a suffisamment de fronts judiciaires sur lesquels il faut aller. Et puis par ailleurs, il ne faut pas oublier que Donald Trump veut pouvoir se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire le fait qu'il est président des États-Unis d'Amérique jusqu'à au moins le 20 janvier prochain. Justement, pour revenir sur ce combat juridique dans lequel Donald Trump est engagé, il a déposé un certain nombre de recours avec ses avocats, dont Rudy Giuliani. Pour le moment, une trentaine a été refusée par les tribunaux. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à fouiller de ce côté-là ? Il faut faire très attention aux chiffres. En fait, l'équipe de Trump elle-même, l'équipe de la campagne Trump autour de Giuliani, en a déposé beaucoup moins que ça. Seulement, c'est moins d'une dizaine. La question, si vous voulez, elle est assez simple. C'est que le système judiciaire américain, vous avez deux niveaux. Vous avez le système judiciaire des États et puis vous avez le système judiciaire fédéral. Étant donné que le système judiciaire des États, c'est dans les États contestés, c'est employé depuis le printemps à élargir le vote par correspondance et de manière à favoriser le candidat démocrate, eh bien, il y a de ce point de vue une logique dans le fait que ces systèmes judiciaires-là ne vont pas se déjuger. En revanche, ce que joue l'équipe d'avocats de Trump, c'est de pouvoir aller au niveau fédéral. Ils ont d'ailleurs eu hier un succès devant la cour d'appel du 3e district qui a accepté de traiter une requête qui avait été refusée au niveau de la Pennsylvanie. Et ils vont continuer. Évidemment, leur objectif, c'est d'arriver à la Cour suprême de manière à ce que ce soit bien au niveau fédéral que ce soit décidé. Il faut jamais oublier, et ça c'est baroque pour nous Français, que nous avons affaire à un système fédéral. Et donc c'est d'abord au niveau des États qu'on élit le président de la fédération américaine. C'est une évidence, mais quand je lis beaucoup de commentaires dans les médias aujourd'hui, on a l'impression que les gens l'oublient. Justement, pour parler des médias du système, depuis de nombreuses semaines, on nous explique que Donald Trump souhaite justement contester cette élection présumé de Joe Biden pour aller à la Cour suprême, parce que la Cour suprême est composée de 6 juges républicains et que ça permettrait un coup de force. Est-ce que c'est vraiment le cas ? Est-ce que c'est le but de Donald Trump ? En matière de coup de force, il faut regarder du côté des démocrates et des républicains anti-trumpistes, qui sont souvent des anciens de l'équipe Bush, qui se sont réunis au mois de juin dernier pour élaborer, dans le cadre d'un jeu de rôle, ce qui s'appelait pudiquement le Transition Integrity Project. C'est un document qui est arrivé sur Internet au début août et dans lequel vous aviez tous les scénarios qui permettaient d'assurer que même en gagnant, Donald Trump ne puisse pas être reconduit à la Maison-Blanche le 20 janvier. Donc il ne faut pas se tromper, et pardonnez-moi d'être un tout petit peu long là-dessus, parce qu'il faut rappeler cela, et on ne le fait pas en France, on ne veut pas voir la réalité. Depuis l'élection surprise de Donald Trump en 2016, il est vu comme un candidat illégitime par le Parti démocrate, qui a essayé de lancer contre lui l'affaire du Russiagate, qui a abouti sur rien du tout. Ensuite, il y a eu une tentative d'impeachment. Après ça, on a essayé de faire croire que Donald Trump n'était pas équilibré psychologiquement. Puis après, on a utilisé
l'affaire du Covid-19 pour essayer de le retourner contre lui. Et l'obsession des démocrates, ça n'est pas de répondre aux attentes du peuple américain, ça n'est pas de se ressourcer comme le Parti républicain l'a fait sous Trump et sous la conduite de Trump, c'est d'expliquer qu'ils sont faits pour gouverner et que le candidat d'en face est illégitime. Et donc, on est tout à fait dans la continuité de ce qui s'est passé. Et pour finir sur le coup de force, il a lieu quand ? Il a lieu lorsque, un peu avant, aux environs de minuit, non, pardon, 1h moins le quart, heure de la côte Est, pour nous 7h moins le quart, Joe Biden fait quelque chose que n'a jamais fait un candidat à l'élection présidentielle, alors même que c'est plutôt incertain et que si on a une probabilité de victoire, c'est celle de Trump, qui est en train de se dessiner. Joe Biden sort du bois à 7h moins le quart du matin, heure européenne, et il nous explique qu'il a bon espoir de gagner. Ça ne s'est jamais vu dans les annales. Et c'est à partir de ce moment-là que, curieusement, le décompte des voix s'arrête et que l'on voit comment ensuite, dans l'espace de ce qui est pour nous la matinée, de ce qui est la nuit pour les États-Unis, tout d'un coup, on voit des décomptes de vote par correspondance monter en flèche pour Joe Biden. Oui, mais le vote par correspondance, on le sait, il est majoritairement en faveur des démocrates. Oui, mais alors vous avez... Ça, c'est ce que l'on répète et on n'a pas tort sur le résultat final. Mais d'abord, majoritairement ne veut pas dire de manière écrasante, à tel point que dans certains comtés, il y a 90-10, voire 100% de vote par correspondance pour Joe Biden. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que si les démocrates avaient été plus malins, ils auraient observé que vous avez toujours le même phénomène qui se passe. C'est qu'on a d'abord le dépouillement des votes arrivés en premier, c'est-à-dire ceux qui sont dépouillés, qui viennent des comtés les plus proches de l'endroit du dépouillement, souvent au centre de l'État. Et ensuite, vous avez des votes qui arrivent de plus loin et qui sont souvent en majorité des votes républicains, parce que les républicains viennent plutôt, par exemple, des régions rurales ou des banlieues. À partir de ce moment-là, on voit bien que ça n'est pas du tout ce qui se passe. Et attention, c'est ce qui s'est passé dans beaucoup d'États lors du décompte de cette nuit électorale. Ça n'est pas ce qui s'est passé dans les États contestés, qui sont ceux, effectivement, où vraisemblablement, surpris par l'ampleur du score que Trump était en train de faire, les démocrates sont revenus à leur bonne vieille bidouille qui existe depuis que la mafia de Chicago leur a appris à faire dans les années 1920 ou 1930. D'ailleurs, le score de Donald Trump est historique. Jamais un candidat n'avait recueilli autant de voix dans le camp républicain. La première question, c'est début de transition vers une administration Biden, mais Donald Trump a également dit « Je ne m'avoue pas vaincu ». Quelle est sa stratégie ? Alors, si vous voulez, vous venez de souligner quelque chose d'absolument fondamental. À part 3 ou 4 instituts de sondage, et ceux-là, il ne faut pas les oublier, hein, c'est le Zogby Institute, c'est Rasmussen, c'est l'Institute for Democracy, c'est le Trafalgar Group, il faut les mentionner, c'est très important. Ce sont les instituts qui ne se sont pas trompés, qui ont été capables d'évaluer ce que serait le score de Trump. À part cela, l'immense majorité des sondeurs, c'est-à-dire environ 80% du métier, presque 90%, ont dit qu'il y aurait 5 à 7 points d'avance pour Biden. Qu'est-ce qu'on trouve à la fin ? On trouve un président des États-Unis sortant qui a été vilipendé par les médias, combattu comme aucun président n'a été combattu par ses adversaires pendant 4 ans, et qui fait 11 millions de voix de plus, et qui établit le record absolu pour un président sortant, puisqu'il est arrivé à 73 millions de voix. Donc, une fois qu'on a dit ça, on comprend qu'il y ait des doutes. Je parlais des circonstances de la soirée électorale, du très curieux arrêt du vote, par exemple, en Pennsylvanie, de ces pics de vote pour Biden à Detroit, où se jouait l'élection du Michigan, etc., etc. Donc on comprend que Donald Trump, qui avait averti depuis le printemps sur le caractère irresponsable de l'élargissement du vote par correspondance, de la pratique du vote par correspondance, ne veuille pas concéder la défaite tant qu'il n'y aura pas de preuve que tous les bulletins de vote valides, on dit légaux en anglais, tous les bulletins de vote valides ont été décomptés et seulement eux. C'est du bon sens.
La transition est parfaite. Justement, sur ce vote par correspondance, tout au long de la campagne électorale, Donald Trump a pointé du doigt les risques de fraude concernant le vote par correspondance. On voit où on en est aujourd'hui. Est-ce que le scénario était écrit ? Alors, écoutez, il y a quelques pays dans le monde où le vote par correspondance se passe de manière apaisée. Pensons à des démocraties comme l'Allemagne fédérale ou comme l'Autriche, par exemple. On a peu de doutes là sur le fait qu'il n'y a pas spécifiquement de fraude liée au vote par correspondance. Il peut y en avoir, mais elle n'est pas spécifique. On sait qu'en 1975, la France a renoncé au vote par correspondance à cause des risques. Peut-être que nous connaissons bien nous-mêmes, et d'ailleurs, au passage, il est très inquiétant que dans l'actuelle majorité présidentielle, on ait parlé de réintroduire le vote par correspondance éventuellement en France. Mais fermons cette parenthèse. Oui, c'est vrai, Donald Trump a averti, mais si vous voulez, il faut faire des distinctions fines à ce moment-là. Ce qui n'est pas normal, ça n'est pas qu'il y ait plus de votes par correspondance liés à la pandémie. Ce qui n'est pas normal, c'est que le gouvernement exécutif, le gouvernement de Pennsylvanie, par exemple, sans demander son avis au Parlement, en s'appuyant sur la pression des juges, ait décidé que l'on pourrait prendre en compte des bulletins de vote arrivés après la fermeture des bureaux de vote. Oui, s'ils ont été postés avant la fermeture des bureaux de vote. Voilà, mais vous voyez bien que tout ça est éminemment sujet à contestation, puisqu'aussitôt, c'est ce qu'on a répondu dans un premier temps. Et puis on s'est aperçu qu'il y avait eu des instructions données à certains dépouilleurs pour qu'ils antédatent l'arrivée, le moment d'envoi, le moment d'expédition dans les registres qui prenaient ça en compte. Donc vous voyez qu'on a un système qui n'est pas sous contrôle, et Donald Trump avait tout à fait raison d'y insister, puisque en plus on arrive dans ces États qui historiquement sont des États où il y a eu de la fraude. Faut-il rappeler que John Kennedy, je vais sans doute faire beaucoup de mal aux baby boomers en leur rappelant ça, mais John Kennedy a été élu par fraude dans l'Illinois, et il y avait le Texas aussi, mais dans l'Illinois, en 1960, il l'a emporté de très peu sur Nixon, et uniquement parce qu'il a été aidé par la mafia de Chicago. Et d'ailleurs, l'hypothèse la plus sérieuse sur son assassinat, c'est qu'il avait oublié de renvoyer l'ascenseur après ça. Donc, si vous voulez, on est sur des choses anciennes, profondes dans le système américain, et du jeune et beau John Kennedy jusqu'au apparemment sénile Joe Biden, on a finalement toute une courbe de ces démocrates progressistes qui auront usé et abusé d'un système dont on s'aperçoit qu'il était éminemment corrompu. Pour Nixon, il est finalement arrivé au pouvoir avant de le quitter 2 ans plus tard. Est-ce que c'est un scénario qui pourrait se reproduire avec Joe Biden ? Alors, le paradoxe de Nixon, c'est qu'on lui a volé la victoire en 1960, et que en 1972, après tout, c'est peut-être l'homme désillusionné devenu cynique, il a fait espionner la campagne de son concurrent pour gagner. Et donc, il a dû sortir de façon honteuse 2 ans plus tard de la Maison Blanche. Alors, effectivement, il y a un scénario qu'on peut très bien imaginer. On peut très bien imaginer que Donald Trump n'obtienne pas gain de cause, quand bien même il y a des preuves accablantes, mais le système judiciaire américain, il a besoin de temps pour traiter. Peut-être ne souhaitera-t-il pas, il y a séparation des pouvoirs, ne souhaitera-t-il pas aller aussi vite que ce que voudrait la campagne de Trump. Et on peut imaginer que dans ce cas-là, Joe Biden devienne bien président des États-Unis le 20 janvier prochain. Mais qui dit que le système judiciaire américain n'aura pas à cœur d'aller jusqu'au bout de l'enquête après? Et qui dit que Joe Biden, dans ce cas-là, finirait son mandat? Il pourrait connaître un sort à la Richard Nixon, effectivement. C'est tout à fait probable. Je pense que c'est un des 2 scénarios les plus probables. Le premier, c'est que Trump réussit à obtenir de la Cour suprême un avis qui permet que ça soit les représentants qui votent et non pas les grands électeurs. Ça, c'est la première possibilité.
c'est sans doute le moins probable des deux scénarios. Le plus probable est sans doute le fait que Joe Biden arrivera à ses fins, mais moi je serais prêt à prendre le pari qu'il ne finirait pas son mandat dans ce cas-là. Un autre scénario possible aussi, c'est que Donald Trump bloque les votes avant le 14 décembre. Que se passerait-il à ce moment-là? Si vous voulez, on a un processus dans la Constitution américaine qui est bien rodé, et surtout, il faut bien se rendre compte que c'est un système inventé à la fin du XVIIIe siècle qui n'était pas un système à 100% démocratique comme nous l'entendons. Pour nous, l'élection du président au suffrage universel, nous savons comment ça se passe. Il peut y avoir éventuellement contestation, recomptage, mais à ma connaissance, ça ne s'est pas produit d'ailleurs dans l'histoire de la Ve République, mais ça peut toujours se produire un jour. Mais ça sera assez transparent, on verra de quoi il s'agit. Alors que dans le système américain, il y a vote au niveau des États pour élire des grands électeurs qui eux-mêmes vont se réunir pour élire le président. Et si les États ne sont pas capables de désigner leurs grands électeurs, à ce moment-là, un autre système se met en place. Alors, vous avez le cas intermédiaire où vous n'avez pas le nombre de grands électeurs total. Et donc, il y aura un vote sans qu'on arrive aux 270 requis quand le collège est au complet. Et puis, vous avez le système où c'est décidé par la Chambre des représentants pour le président et par le Sénat pour le vice-président. Et dans ce cas-là, on aurait un vote, on aurait un représentant par État, ce qui avantagerait les républicains, puisqu'il y a, de mémoire, 30 États républicains et 20 États gouvernés par les démocrates, donc une majorité. Effectivement, Donald Trump, dans ce cas-là, se bat en respectant l'état de droit, à la différence de son adversaire. Mais dans quelle situation ça plongerait les États-Unis si on en venait à... Effectivement, je pense que le signe envoyé hier sur le début de processus de transition possible confirme, et là je vais me faire détester sans doute par énormément de commentateurs, mais confirme le fait que le danger pour la démocratie américaine, ça n'est pas Donald Trump, c'est Joe Biden. Parce que Trump envoie un signe très clair, comme quoi il n'ira pas contre le processus politique si il n'a pas les arguments pour. Et actuellement, on va dire, il prend acte d'un état de fait, qui est que actuellement il y a une impossibilité pour ces équipes de se faire entendre, en tout cas au niveau des système judiciaire des États. Donc pour ne pas bloquer le jeu complètement et pour que les États-Unis ne risquent pas d'être ingouvernables et ne soient pas absorbés par des divisions intérieures, il a décidé de mettre un peu d'huile dans les rouages. C'est une concession limitée et qui n'est pas une concession sur le résultat puisqu'il entend toujours faire valoir son bon droit. Il est probable aussi qu'il soit obligé de céder la place parce que la justice américaine n'aurait pas voulu trancher et qu'à ce moment-là, il obtienne gain de cause a posteriori devant la justice, avec toutes les conséquences que ça pourrait avoir. Moi, si vous voulez mon avis, je pense que de toute façon, la présidence Biden est mort-née. Soit elle n'aboutit pas parce que la fraude sera établie par la justice d'ici le 20 janvier, soit cette fraude sera établie après le 20 janvier. Ça peut durer 1 an, 2 ans, mais en tout cas, Joe Biden sera un président très faible et qui sera pris entre des factions contradictoires. Certains espèrent qu'il gagnera quand même lors des sénatoriales partielles du début janvier en Géorgie, qu'il réussira quand même à obtenir la maîtrise du Sénat. Il n'est pas certain que c'est ce que le peuple américain lui donne comme résultat. Alors, d'où la contestation d'ailleurs autour de la Géorgie, puisque vous savez que les autorités de Géorgie voudraient maintenir un système très large de vote par correspondance et que c'est éminemment contesté par le Parti républicain. Donc Donald Trump lâche un peu de lest sur la transition de l'administration Biden. D'un côté, il continue le combat judiciaire. Au cœur de ce combat judiciaire, le vote par correspondance et le logiciel Dominion. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est ce logiciel et pourquoi il est tant contesté ? Alors, c'est le point sur lequel nous avons actuellement le moins d'éléments. Nous savons qu'une avocate
qui a travaillé à un moment avec la campagne de Donald Trump et qui aujourd'hui, avec laquelle la campagne de Trump a pris un peu de distance parce qu'elle avait une phrase malheureuse, en tout cas dans le positionnement où elle était, qui était de dire que Joe Biden, le système de fraude était tel que Joe Biden pouvait se retrouver derrière les barreaux, quand bien même on le penserait, peut-être que c'est vrai. En tout cas, c'était maladroit de le dire comme avocate auprès de la campagne de Trump. L'avocate Powell. Sidney Powell. Malgré tout, il semble bien qu'il y ait des éléments tangibles et qu'elle soit sur les traces de ça. C'est une avocate très respectée aux États-Unis qui a démonté la corruption du clan Clinton. Ça, c'est très important d'avoir ça en tête. Hein. Il faut voir il faudrait que beaucoup de Français se rappellent ce qu'est la corruption du Parti démocrate et en particulier ce qu'a été la corruption du clan Clinton. C'est d'ailleurs à cause de ça qu'Hillary n'a pas été élue en 2016 parce que là, les Américains avaient accès à toute l'information. Donc, on peut imaginer qu'il y ait eu effectivement hacking ou détournement de ce logiciel d'enregistrement du décompte des voix et qu'à un moment, dans le logiciel, il y a eu un algorithme qui permette d'attribuer autrement des voix qui étaient des voix Trump. On a quelques exemples corroborés localement, comme par exemple dans le Michigan, pour quelques milliers de voix. Est-ce que c'est quelque chose qui va être confirmé beaucoup plus globalement? Là, on a un enjeu tout à fait gigantesque, puisque ça relèverait du crime fédéral. Il y a aussi des choses qu'il va falloir regarder. Est-ce qu'il est vrai que les voix décomptées sont passées par des serveurs situés sur un territoire étranger? Ça invaliderait effectivement le décompte des voix. Donc tout ça est pour l'instant incertain, et sur ce point-là, je dirais, on ne prête qu'aux riches. Donc, effectivement, on a tendance à penser que les démocrates aient pu abuser à ce point de la confiance des électeurs américains, mais attendons de voir les preuves. Ce qui est corroboré déjà, c'est un certain nombre de témoignages sous serment de la part d'observateurs, d'assesseurs électoraux. Et là, vu les pressions qui sont mises sur les dits témoins, on n'a aucun doute que vraisemblablement ils disent la vérité, même quand on n'a pas vu le dossier judiciaire dans le détail. Bon, et puis ça rejoint des preuves indirectes. N'importe quel statisticien vous dira que les montées verticales de vote Biden pendant quelques séquences dans les dernières heures de décompte des voix, tout cela est statistiquement impossible. Lorsque vous avez des courbes qui sont parties, elles peuvent converger, elles peuvent se croiser à un moment de manière douce, mais elles ne se croisent pas avec une courbe qui part à la verticale. Je pense qu'il est très important de comprendre, quand on dit on n'a pas de preuves, on n'a pas de preuves, il suffit de faire preuve d'analyse. Nous sommes tous des citoyens, nous avons tous le droit d'analyser, et quand nous voyons quelque chose d'anormal, de le dire. Ensuite, à la justice américaine de trancher pour savoir si c'est quelque chose qu'elle établit comme irréfutable. Mais si ces preuves et ces analyses existent, comment se fait-il que Rudy Giuliani, Donald Trump et les collaborateurs de Donald Trump aient tant de mal à les faire valoir? On revient à ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a la justice au niveau des États et puis il y a la justice au niveau fédéral. Il est probable qu'ils obtiendront gain de cause plus facilement au niveau fédéral. Au niveau de la justice des États, si vous voulez, c'est mettre en cause un système complet. Il faut bien voir ce qui est en jeu. Et je comprends très bien que le camp démocrate se défende comme un beau diable. Pardonnez-moi l'expression, mais il faut bien voir ce qui est en jeu. Si fraude il y a eu, c'est une telle atteinte à la démocratie qu'on peut faire exploser la confiance dans le système américain. C'est d'ailleurs pour cela qu'il est... Elle est déjà quasiment inexistante, la confiance, en ce moment. Oui, mais c'est bien pour cela qu'il est important que Donald Trump ne concède pas tant qu'il n'y aura pas eu la preuve que tous les votes légaux ont bien été recensés et les votes illégaux, les bulletins non valides, écartés. Mais toujours est-il que, si vous voulez... c'est trop gros pour y croire. Comme disait Boileau, le vrai peut quelquefois n'être pas vraisemblable. Et c'est précisément à ce moment-là qu'on en est. Justement, incertitude, manque de confiance. Est-ce que les États-Unis sortiront indemnes de cette élection 2020 ? Les États-Unis vont sortir, par la faute des démocrates, extrêmement fragilisés. Parce qu'après tout, les démocrates auraient accepté depuis 2016 la légitimité d'un président élu à la place d'Hillary Clinton. Ils en auraient profité pour
refaire leurs forces et, en face du conservatisme républicain populaire de Trump, imaginer une sorte de nouvelle social-démocratie adaptée au système américain, on aurait dit bravo, peut-être d'ailleurs que ce candidat-là aurait naturellement gagné contre Trump. Au lieu de ça, effectivement, ils y vont par tous les moyens illégaux, et y compris, moi j'ai aucun doute sur le fait qu'il y a eu de la fraude et qu'elle est établie. Ensuite, arriveront-ils à leur fin? Arriveront-ils à pousser leur candidat à la présidence? Et on verra bien, mais ça voudrait dire une présidence de Biden profondément illégitime aux yeux d'au moins 73 millions d'Américains. Et les sondages montrent qu'il y a une partie de l'électorat démocrate qui n'est pas convaincu de l'honnêteté de Joe Biden dans la fin de la soirée électorale. Ça, c'est une première chose. Et deuxième chose, il est vrai, et c'est très inquiétant pour le camp occidental et pour la démocratie occidentale, et pour l'Occident qui est le berceau de la démocratie moderne, il est bien vrai que la crise de la plus grande démocratie occidentale est quelque chose qui va donner des idées à tous les dictateurs du monde qui voudraient en profiter. Je veux dire, les Erdogan, les Xi Jinping ne peuvent que se réjouir de voir les États-Unis plonger dans une telle crise. Ça, c'est évident. Justement, Xi Jinping, puisqu'on en parle, n'a pas reconnu encore pour le moment la victoire de Joe Biden. C'est-à-dire que, si vous voulez, à la différence de beaucoup de dirigeants occidentaux, Xi Jinping est quelqu'un de sérieux. C'est quelqu'un qui sait ce qu'est le pouvoir. Il n'est pas dans une espèce de communication permanente. Alors, pour autant, je n'ai aucune sympathie pour lui, puisqu'il a replongé la Chine sous un régime néo-totalitaire, mais il sait très bien qu'on ne reconnaît pas un chef d'État tant qu'on n'est pas certain du résultat. Autant que je sache, ce ne sont pas les médias qui font la politique chinoise. Ma dernière question, Monsieur Husson, elle est très française. Pourquoi la France s'est autant passionnée et intéressée à cette élection présidentielle? Quel est l'intérêt derrière tout ça, notamment de nos dirigeants politiques? Écoutez, je crois qu'il y a deux sources. Vous avez d'abord, on va dire tous les macroniens de France et de Navarre. Il doit en rester au moins sociologiquement, qui se disent qu'il faut absolument se débarrasser de Trump. Vous avez aussi tous ces gens qui vous disent qu'ils dorment mal la nuit parce que Trump est au pouvoir. On a le droit de rire, mais en même temps, c'est un fait. Si vous voulez, l'anti-Trumpisme est une religion fondamentaliste, et en France, elle a l'air assez bien implantée, en tout cas dans les classes moyennes supérieures. Donc ça, c'est une chose. Je pense qu'il y a un courant de la société française qui prend très au sérieux ce qui se passe. Parce qu'au fond, si vous voulez, Donald Trump a réussi ce dont nous rêvons en France, c'est-à-dire que un membre issu des milieux dirigeants, une partie des milieux dirigeants, se réconcilie avec les classes moyennes et le peuple pour retrouver une politique définie dans un cadre démocratique et national. C'est finalement ce que le mouvement des Gilets jaunes a essayé d'exprimer au départ, sans trouver de relais malheureusement dans la classe politique. C'est la même chose que ce qui s'est passé en Grande-Bretagne avec le vote pour le Brexit, qui a fini par être accompagné par Boris Johnson. C'est ce qui peut se passer dans d'autres pays, et c'est ce que Donald Trump a réussi. Et c'est pour ça, je pense que beaucoup de Français qui aiment la démocratie souhaitent que le bon droit de Donald Trump soit reconnu, puisqu'il y a eu fraude en face. Et vous pensez vraiment qu'un Trump à la française peut émerger dans les années à venir? Je me réfère à l'excellente analyse de Jérôme Fourquet, qui essaye d'expliquer que l'exploit de Donald Trump, en le traduisant dans un contexte français, revient à avoir unifié les électorats de François Fillon et de Marine Le Pen lors des élections présidentielles de 2017. Ça paraît mission impossible. Ça fait 40% des voix. Écoutez, on verra bien de quoi l'avenir est fait. Il ne faut pas injurier l'avenir. Surtout que le Trumpisme, ou plutôt le Parti républicain américain sous Trump, qui a réussi à faire émerger ce que j'appelle un conservatisme républicain populaire, montre la voie. On sait maintenant comment il faut s'y prendre. Alors, il faut avoir le courage
courage de vouloir réindustrialiser la France, il faut avoir le courage de parler ferme à nos partenaires européens et de ne pas tout accepter de l'Union européenne. Il faut avoir le courage de défendre des valeurs sociétales quand on y croit et qui ne sont pas forcément celles des médias ni de la gauche. Il faut avoir le courage aussi de dire qu'on n'assimile pas des étrangers si on laisse un flot d'immigration continue. Voilà un certain nombre de sujets sur lesquels Donald Trump a été extrêmement clair et surtout où il a fait ce qu'il avait annoncé. Car c'est peut-être là-dessus qu'on pourrait finir. Donald Trump est le très rare exemple d'un président qui a tenu son programme, d'où les 11 millions de voix qu'il a gagnés, y compris dans ceux qu'on appelle les minorités, les hispaniques ou la minorité noire. Et donc, effectivement, pourquoi pas s'inspirer d'un homme politique qui dit ce qu'il fait et qui fait ce qu'il dit, et pourquoi pas en France. Écoutez, il n'y a pas de raison de perdre espoir. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Monsieur Husson, d'être venu.